le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à la dernière séance de la deuxième séance qui porte sur quelques aspects de la énergétique. Je suis Defofo Tisler, votre tuteur habituel pour ce cours en classe de terminale B. Au cours de la dernière séance, un devoir a été donné afin de renforcer les savoirs acquis concernant le mécanisme de la contraction musculaire. Ce renforcement permet d'avoir les éléments qui permettent d'expliquer les différences de performance au cours des activités sportives. Pour ce devoir, on considère les molécules d'actine et de myosine, lesquelles sont extraites des cellules musculaires et placées dans différents milieux de culture. Bien sûr, la composition du milieu change et les observations sont regroupées dans le tableau. Nous avons le tableau. D'après le tableau, si nous lisons ensemble, nous avons 4 milieux de culture. Et nous allons rapidement analyser ce tableau, le décrit. On voit que lorsqu'on met dans le milieu 1 l'actine, l'ATP et les ions calcium, il n'y a pas de contraction et la teneur en ATP n'évolue pas. Le milieu 2 contient uniquement la myosine, l'ATP et les ions calcium. On a le même résultat obtenu dans le milieu 1. Le milieu 3 contient les 2 protéines filamenteuses, c'est-à-dire l'actine et la myosine, l'ATP et les ions calcium. Et comme résultat, on voit que il y a contraction. Et la teneur en ATP diminue. C'est-à-dire, quand on parle de contraction, ici, on fait allusion au déplacement des filaments entre eux. Le 4e milieu contient l'actine, la myosine, l'ATP, les ions calcium, et on a ajouté dans ce milieu un inhibiteur de l'hydrolyse de l'ATP qui est le SALT. On a demandé d'interpréter les résultats obtenus particulièrement pour les milieux 3 et 4. Mais avant, l'astuce ici, c'est comprendre, c'est réaliser déjà que lorsque les deux petits filaments sont mis dans un milieu culturel, quand ils sont mis isolément, quand ils sont placés dans le milieu d'isolement, on n'a pas la contraction. Remarquez que ce n'est qu'en 3, lorsqu'on a l'actine et la myosine, qu'il y a contraction musculaire. Et cela permet donc d'interpréter le résultat obtenu pour le 3e milieu en disant donc que s'il y a diminution importante de la teneur en ATP, c'est tout simplement parce que cet ATP a été introduit pour fournir l'énergie
qui va permettre au pivotement des têtes de myosine. Et nous avons vu que le pivotement des têtes de myosine est possible tout simplement parce qu'il y a eu avant ça formation du complexe myosine actine, ATP. Donc, on ne peut pas parler de contraction sans formation de ce complexe. Donc, voilà les éléments d'interprétation. Diminution importante de la teneur en ATP, formation du complexe actomyosine, ATP, et cela est possible grâce à quoi? Aux ions calcium qui sont ajoutés dans le milieu. Les ions calcium étant là pour permettre le démasquage des sites de fixation au niveau de la tine. Et pour le milieu 4, on a mis une substance, le saligand, qui bloque l'hydrolyse de l'ATP. Ça veut dire que cela s'entend, vu que le milieu 4 est aussi complet, il y a l'actine, il y a la lysine, l'ATP et le calcium, tout est là, mais l'ATP ne peut pas être hydrolysé. Et sans hydrolyse de l'ATP, il n'y a pas de pivotement. Donc, on va identifier cela en disant que le saligand, en bloquant l'hydrolyse de l'ATP, va empêcher le glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine. Et les interprétations étant faites, on peut donc en déduire les conditions nécessaires à la contraction musculaire. Actuellement, on ne peut pas parler de contraction musculaire sans ATP, sans ion calcium, sans molécule d'actine et sans molécule de myosine. Sans ces éléments, il n'y a pas de contraction. Et plus important, les ions calcium. Bien. La dernière séance portait sur la contraction musculaire. Nous allons donc passer à la dernière leçon, la leçon 8, qui porte sur les voies de restauration de l'ATP et l'adaptation aux exercices sportifs. La séance sera déroulée suivant ce plan, où après avoir rappelé les objectifs et après avoir rappelé un certain nombre de notions, présenter l'objectif et émis quelques hypothèses par rapport à une situation, problème que nous allons découvrir tout à l'heure, nous allons essayer d'avoir les éléments de réponse en étudiant les voies de régénération de l'ATP, en montrant comment se fait l'adaptation aux exercices sportifs. Et bien sûr, en conclusion, nous allons valider ou infirmer cette hypothèse et nous allons faire un petit résumé pour clôturer cette séquence. Bien, pour cette séance, vous devez être capable d'expliquer naturellement les voies de régénération de l'ATP en fonction de la durée de l'effort. Parce qu'on a vu le rôle de l'ATP dans la contraction musculaire. Il faut à tout prix que cette molécule soit régénérée. Donc, cela suppose des voies de régénération. Bien sûr, en priorité, l'ATP, c'est un nucléotide de triphosphate constitué d'une base azotée, du sucre et de l'acide phosphorique. Et l'ATPase va catalyser donc l'hydrolyse de l'ATP en enlevant donc un groupement phosphate, on obtient donc l'ATP, le phosphate inorganique et l'énergie. C'est cette énergie qui va permettre les fonctions cellulaires. De façon réversible aussi, l'ATP synthase va catalyser la régénération de l'ATP et cette réaction sera appelée phosphorylation de l'ADP. Bien, ça c'est prérequis important. On doit connaître l'ATP, sa structure, son rôle. Et nous avons une autre situation. Si vous observez cette animation, vous allez remarquer que l'élève A, il fournit plus d'efforts
pendant la course, mais le concurrent va toujours plus vite. Lui fournit plus d'efforts, mais le concurrent va plus vite. Et on lui dit que la puissance métabolique de ses muscles est telle que, même s'il fait comment, il ne peut pas battre son concurrent. Alors, cette situation pose toujours le même problème, qui est l'explication des différentes performances au cours de l'activité sportive. Alors, comment expliquer que un individu, il fait tous les efforts possibles? Ça veut dire qu'il est en forme, mais il ne peut pas battre son concurrent. Est-ce que nous pouvons donc expliquer cela en faisant appel aux voies de régénération de l'ATP ou en faisant appel à un problème d'adaptation? Sous réserve, nous émettons des hypothèses qu'on va vérifier et être fixées. L'élève A se nourrit moins que son concurrent, c'est une hypothèse. L'élève A et son concurrent possèdent les mêmes substances chimiques dans les proportions différentes. Les muscles du concurrent produisent plus d'énergie que les muscles de l'élève A lors d'une course. Les fibres musculaires de l'élève A ont une activité respiratoire plus importante que les fibres musculaires de son concurrent. Et on a autant d'hypothèses qu'on peut émettre. Comme ceci. Quelqu'un peut me dire que les fibres musculaires ne sont pas, de A ne sont pas plus adaptées à l'épreuve que comparé aux fibres musculaires de son concurrent. On a autant d'hypothèses. Et pour vérifier cela, nous allons étudier la restauration de l'ATP en interprétant un graphique. Nous avons un graphique qui montre en axis la durée d'exercice et en ordonnée la puissance énergétique fournie par le muscle. Autrement dit, il est question de comprendre la variation de la puissance énergétique fournie par le muscle selon la durée de l'exercice. Alors, nous voyons d'après la légende que pour les efforts brefs et intenses, dont la durée atteint à peine 20 secondes, on voit que la puissance musculaire diminue avec le temps. C'est la courbe en rouge. Lorsque l'activité dure déjà 2 minutes, donc dans les 2 premières minutes, si on s'intéresse à la courbe en bleu, on va voir que la puissance musculaire atteint un maximum autour de 60 joules, d'après le graphique, joules par kilogramme de muscle, et ensuite la puissance se diminue. Et pour les efforts d'endurance, on va constater que la puissance augmente progressivement, c'est la courbe en vert, elle atteint un maximum puis se stabilise. Elle diminue puis se stabilise. Il faut donc pouvoir interpréter ces 3 variations, ces 3 courbes. Et pour interpréter cela, nous allons dire que pour les activités, pour les efforts brefs et intenses, la diminution de la puissance musculaire est due à un type de voie, un type de mécanisme de régénération de l'ATP, un type de métabolisme appelé métabolisme anaérobie lactique. On propose pour les activités intenses, mais qui durent au moins 2 minutes, que la variation de la puissance musculaire, la courbe en bleu, s'explique par l'existence d'un métabolisme anaérobie lactique. Et la variation de la puissance musculaire, telle qu'indiquée sur le graphique pour l'effort d'endurance, est due à la mise en place d'un métabolisme aérobie, lequel permet donc la production de l'ATP. Et nous allons exploiter le tableau ci-dessus pour mieux comprendre le déroulement de ces voies, de ces 3 voies. Et nous avons donc dans ce tableau le déroulement
du métabolisme anaérobie à lactique, du métabolisme anaérobie lactique. Et pour chaque voie, nous avons les principaux substrats et les produits finaux. Lorsqu'on exploite dans ce tableau, on voit que au cours de la voie anaérobie à lactique, le substrat est une molécule qui existe dans le muscle qu'on appelle créatine phosphate. Pour régénérer l'ATP, la créatine phosphate sera rapidement hydrolysée. Donc, dans un premier temps, lorsque l'activité commence, le muscle dépense d'abord sa réserve initiale d'ATP selon l'équation marquée ci-dessous. Mais comme il faut que l'ATP soit régénéré, la créatine phosphate ou phosphocréatine sera hydrolysée et son hydrolyse va permettre la phosphorylation de l'ADP et nous aurons l'ATP qui sera régénéré. Cette voie est rapide parce que les quantités de créatine phosphate ne sont pas très nombreuses. Et du coup, ça fait que l'ATP est régénéré, mais elle ne sera pas, la quantité sera très faible. Donc, voilà pourquoi, à un moment donné, le muscle, la puissance musculaire va rapidement diminuer. Maintenant, nous voyons que, comparé à la voie anaérobie lactique, c'est la voie anaérobie lactique, dont le principal substrat est le glycogène. Le glycogène, qui est aussi un glucide qui se trouve en réserve dans les muscles. Et le glycogène, en réalité, est un polymère de glucose. Et lorsque l'individu a déjà épuisé son stock d'ATP et que la voie anaérobie à lactique ne suffit pas, puisque la créatine phosphate n'est pas en quantité suffisante, il va donc utiliser le glycogène en réalisant d'abord la glycogénolyse pour obtenir les molécules de glucose, et le glucose sera donc transformé en acide pyruvique au cours de la glycolyse. Et comme c'est un métabolisme anaérobie, l'activité n'étant pas telle que l'oxygène doit intervenir, pour continuer à régénérer l'ATP, l'acide pyruvique, parce que pour transformer le glucose en acide pyruvique, la tendance est aussi de consommer encore l'ATP. Donc, en fermentant à nouveau l'acide pyruvique en acide lactique, en faisant cela, elle va donc régénérer pour une mole de glucose de molécules d'ATP. Vous voyez donc que la quantité d'ATP régénérée ici est toujours faible. Mais vous savez que les activités ne durent pas seulement 2 minutes. Naturellement, nos activités durent au moins 1 heure, c'est-à-dire au cours d'une journée. Et à un moment donné, nous avons besoin de plus d'ATP. Et vous avez vu en classe de première que cela nécessite donc un apport en oxygène. Donc, du coup, lorsque l'activité devient plus intense, lorsque la durée devient plus importante, l'organisme donc va augmenter sa consommation d'oxygène. Et en présence d'oxygène, il y a le plasma de la fibre musculaire, on va assister à la glycolyse du glucose, à la formation de l'acide pyruvique, mais cet acide pyruvique va se retrouver au niveau de la mitochondrie où il va être impliqué dans le fameux cycle de Krebs qui se déroule dans la matrice mitochondriale telle que j'ai en classe de première. Et ensuite, on aura la chaîne respiratoire qui sera cette étape importante qui se déroule au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, qui va permettre la régénération pour une mole de glucose d'environ 36 moles d'ATP. Donc, vous voyez que ça, c'est la voie qui permet de régénérer le plus grand nombre de molécules d'ATP pour l'activité musculaire. Voilà donc pour les voies de régénération de l'ATP. Et on comprend donc que pour mieux régénérer l'ATP, l'organisme doit s'adapter
à l'activité sportive selon sa durée en consommant plus ou moins l'oxygène. Puisqu'on a distingué la voie anaérobie à lactique, c'est-à-dire sans fermentation lactique, la voie anaérobie lactique avec production d'acide lactique. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'adaptation aux exercices sportifs. Donc, comment ces voies de génération de l'ATP constituent une solution pour l'adaptation physiologique des muscles aux activités sportives. Et pour cela, nous allons étudier particulièrement la consommation de dioxygène, puisque nous faisons généralement les longues activités, des activités de longue durée. Mais scientifiquement, nous allons exploiter ces deux documents. Nous avons deux graphiques qui montrent la consommation de dioxygène selon que l'individu soit au repos, comme vous voyez là indiqué, selon qu'il est en train de faire une activité et après l'activité physique. Et la consommation d'oxygène a été étudiée pour deux types d'exercices. On a un exercice modéré et un exercice intense. Donc, on a deux types d'activités pour lesquelles on doit apprécier la consommation du dioxygène. Bien sûr, lorsqu'on a deux graphiques, l'activité logique à faire, c'est une comparaison. Donc, on va comparer la consommation de dioxygène au cours d'un exercice modéré, au cours d'un exercice intense. Et à l'observation, vous voyez bien que la courbe pour l'exercice modéré traduit une consommation moins importante de dioxygène comparée à la courbe pour obtenir pour un exercice intense où la consommation de dioxygène est plus importante. Alors, nous sommes toujours dans l'analyse des tracés et nous allons, au terme de cette analyse, dégager la notion de volume de dioxygène maximal. C'est-à-dire qu'il y a une quantité maximale de dioxygène que le muscle consomme pour l'activité. Dès qu'il atteint cette consommation, c'est-à-dire qu'il s'adapte à un moment donné, s'il s'adapte en consommant d'oxygène, il va atteindre un plateau. Et regardons où se trouve ce plateau sur notre document. Vous voyez donc, globalement, déjà pour l'analyse, les courbes ont la même allure. Vous avez une phase où la consommation est constante, ça c'est repos. Ensuite, elle croît progressivement avec le temps au cours de l'exercice, que ce soit modéré intense. Mais à une certaine quantité de dioxygène consommée, on constate que la courbe est constante. Donc la consommation ne varie plus. C'est-à-dire que c'est la consommation maximale. C'est le volume maximal de dioxygène. Et c'est ce volume qu'on va appeler la VO2. On va appeler le VO2 max. Volume maximal de dioxygène qu'un muscle peut consommer. Et pendant la phase de récupération, vous voyez donc que le volume de dioxygène consommé diminue. Mais j'attire votre attention sur cette inflexion. Vous voyez que la décroissance n'est pas brutale. Elle se fait suivant une inflexion. Et nous allons interpréter cela tout à l'heure. Donc, expliquez donc les surfaces A et B que traduisent donc ces zones. Et c'est-à-dire la zone A et la zone B. Alors, pour expliquer cela, on va introduire une nouvelle notion qui est ce qu'on appelle la dette en oxygène. En réalité, lorsque nous menons une activité sportive, si je prends cet exemple, nous, on a vu qu'au départ, la voie de régénération de l'ATP n'est pas d'abord une voie aérobie. C'est principalement une voie anaérobie. Et comme c'est une voie anaérobie, on comprend donc qu'on ne consomme pas d'oxygène. D'où vient donc le dioxygène tel que on voit qu'il y a déjà une croissance de la courbe? Cet oxygène provient forcément des réserves
qui se trouve généralement dans la myoglobine du muscle. Donc, le muscle va d'abord prélever là-bas à un moment donné en fonction de l'activité. Donc, il s'endette. Donc, au début de l'exercice, il va s'endetter, surtout, ça dépend aussi du type d'exercice. Il contrat donc cette dette et c'est ça qui va donc expliquer sur le tracé l'existence de la zone A achevée. Maintenant, si on s'intéresse à la zone B, on a vu que la consommation d'oxygène, si vous suivez là, ne décroît pas comme indiqué de façon brutale, mais elle suit la courbe décrit une sorte d'inflexion. Et la zone B ici est telle que cette zone B s'explique par le fait que à la phase de récupération, le volume d'oxygène qu'on a consommé ne doit pas baisser brutalement pour revenir à zéro. L'organisme prend le temps de rembourser d'abord l'oxygène qu'il a emprunté dans la myoglobine. Et c'est pour cela que vous voyez que ça diminue progressivement. Et quand il finit donc de rembourser cela, et comme l'activité n'est plus en cours, alors on ne consomme plus assez d'oxygène, la décroissance continue. Voilà donc l'explication des zones A et B. Donc la zone A, c'est la dette en oxygène et la zone B, c'est la récupération. Alors, nous avons un document qui compare la consommation de l'oxygène chez un non-sportif et chez un sportif. Et vous voyez que la VO2 max du non-sportif est inférieure à la VO2 max du sportif. Et on demande ce qu'il faut faire pour augmenter la consommation maximale d'oxygène. Ça, on dit qu'il faut s'adresser, on s'adresse ici au non-sportif. Et généralement, l'étude de la physiologie du muscle montre, comme nous avons déjà vu, qu'il y a deux types de fibres musculaires. Les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Et nous avons vu que la proportion, c'est-à-dire selon que ces fibres sont majoritaires ou pas, on peut donc avoir des différences de performance. Et nous savons que les fibres de type 1 sont des fibres oxydatives, des fibres spécialisées dans la consommation du oxygène. Et les fibres musculaires, ce sont des cellules qui se forment. Ce sont des cellules qui sont sollicitées selon le type d'activité qu'on a l'habitude de mener. Ça veut dire quoi? Que pour un non-sportif, s'il veut augmenter sa VO2 masse, il doit beaucoup s'entraîner. Il va donc pousser son organisme à développer plus de fibres musculaires qui correspondent, qui sont adaptées au type d'activité d'endurance qu'il veut mener. Et dans ce cas, son entraînement va donc produire plus de fibres de type 1 et sa VO2 masse pourra augmenter. Donc, on retient qu'il existe donc trois voies de régénération de l'ATP. La voie anaérobie lactique, qui est une voie rapide, et nous avons les voies anaérobie lactiques et les voies aérobie qui sont des voies lentes. Et nous avons vu que la voie anaérobie lactique permet de régénérer rapidement l'ATP à partir de la créatine phosphate pendant quelques secondes, au terme desquelles la créatine phosphate s'épuise, et ça fait qu'il faut passer au mode anaérobie lactique. Mais si la durée de l'effort devient plus importante, en ce moment, le muscle va adopter le métabolisme aérobie, mais s'il atteint la VO2 max, il ne pourra plus continuer l'activité. Donc, il y a un volume maximal d'oxygène qui peut être consommé et cette VO2 max peut être augmentée grâce à l'entraînement. Donc, pour revenir à notre situation de problème, pour expliquer comment, malgré qu'un individu fournit tellement d'efforts, il ne parvient pas à gagner son concurrent, naturellement, on peut comprendre que ça peut être un problème de nutrition. Les substances ne sont pas dans les proportions, non pas les mêmes proportions, ça peut s'expliquer. Les muscles produisent plus d'énergie et là, ça devient intéressant parce que la voie utilisée par l'un des individus
peut être tel que sa performance sportive n'est pas la même. Et on peut aussi voir si c'est lié à un problème d'activité respiratoire. Et dans le cas présent ici, les fibres de notre individu peuvent avoir soit une activité plus importante ou une activité moins importante selon les preuves et selon leur capacité aussi à mobiliser telle ou telle voie. Bien, on dit en application, si on a compris, on fait une course de vitesse de 100 mètres à 11 secondes, 400 mètres en 1 minute 30 secondes et 1500 mètres en 6 minutes. Vous voyez qu'on a 3 types d'activités, les efforts brefs, les efforts modérés et les efforts intenses à 1600 mètres. Donc, pour chaque type d'effort, on a pris le cours. La première voie, c'est la voie anaérobie lactique qui est mobilisée pour les épreuves brèves de quelques secondes. La voie anaérobie lactique, c'est la voie sollicitée par les muscles quand l'épreuve est modérée, quand on tend vers les 2 premières minutes, et quand c'est déjà l'endurance, il faut la voie aérobie. Et on arrive au terme de cette séquence avec ce devoir où nous avons le champion qu'on connaît tous, Usain Bolt, qui est vainqueur sur les 200 mètres, et on sait que c'est une course de vitesse. Alors, sachant cela, nommer la voie de régénération de l'ATP qui prédomine donc de telle manière qu'il soit gagnant. Et lorsque vous avez répondu à cette question, pour le vainqueur et ses concurrents, proposez une courbe qui traduit la consommation d'oxygène par le muscle, sachant que tous font la course de vitesse. Chers apprenants, parvenus donc au terme de ces séquences, on retient donc que les muscles dans leur fonctionnement doivent régénérer l'ATP et sans ATP, la pratique des activités sportives, le fonctionnement de la cellule musculaire sera de plus ou moins difficile. À très bientôt pour la suite.